Donc, du coup, merci d'abord à tous et toutes d'être venus au Phare Amazon. Donc, c'est une maison participative, non médicalisée. L'objectif, on accompagne les femmes qui sont dans le parcours de soins. On est très, très fiers de ce partenariat avec l'ICF parce que ça nous permet de pouvoir avoir des intervenants, des sujets très importants pour nous, et puis à débattre tous ensemble. Donc, sans plus attendre, je vais vous laisser vous présenter, et puis on va pouvoir. Merci à tous. Merci. Nolwenn, puis médecin sur le CHPF et coordinatrice du comité éthique. Bonjour à toutes et à tous. Je suis Amanda, je suis maître de conférence en droit à l'IPF et je travaille en droit de la santé et le droit des patients. C'est pas la micro. Et Gaolana, bonjour à toutes et à tous. Alors Yann, je suis sociologue à l'Université de la Polynésie française, à la Maison des sciences de l'homme du Pacifique. Un petit calage technique. Pardon. Et du coup, juste pour les gens qui sont. On a été enfin, on nous a demandé d'intervenir dans le cadre du refus de soins pour les patients, en tous les cas, enfin, voir un peu en quoi ça, enfin, qu'est-ce que ça impliquait, qu'est-ce que ça signifiait, comment ça rentrait dans le droit des patients aussi. Donc c'est là qu'on intervient avec chacun notre expertise, nos compétences et puis notre approche aussi différente, soit en tant que soignant, soit en tant que professionnel du droit, soit sociologue. Voilà pourquoi ce soir. Voilà, on espère et puis on espère que vous aurez plein de questions. On va commencer. Donc, merci à l'ICPF, merci à l'association Amazon Pacifique d'organiser ces séances, et en particulier celle-ci, refus de soins. Droits et réponses aujourd'hui. Comme je le disais tout à l'heure, je suis sociologue à la Maison des sciences de l'homme du Pacifique, à l'Université de la Polynésie française, et la réflexion proposée pour ce soir, c'est celle de l'hésitation entre la notion de refus ou de renoncement, parce que ça ne renvoie pas exactement à la même chose. Est-ce qu'on refuse les soins ou est-ce qu'on renonce aux soins à cause de quelque chose? Donc, cette présentation, elle va faire un peu un pas de côté peut-être par rapport à ce qui était attendu. On ne va pas se centrer sur le refus d'un traitement spécifique, mais aux facteurs sociaux et économiques de non-recours, donc les facteurs socio-économiques qui font que les personnes ne vont pas recourir à des soins ou à des services de santé qui leur sont prescrits en Polynésie française. N'hésitez surtout pas à m'interrompre s'il y a des termes que vous ne comprenez pas ou si vous voulez des précisions. Ça peut tout à fait être participatif plutôt que magistral, disons. Donc, pour vous donner un peu l'idée de ce que j'avais préparé pour aujourd'hui, ça partait de l'idée que pour savoir comment répondre au refus de soins, il fallait peut-être d'abord essayer d'en connaître les causes. Et pour en connaître les causes, la méthode sans doute la plus adaptée consiste à écouter les personnes concernées pour comprendre leurs motifs et le contexte dans lequel elles font leur choix. Donc la question qui va nous intéresser, c'est quelles sont les causes pouvant conduire les personnes concernées à ne pas recourir à un soin ou à un service de santé biomédical qui leur est prescrit en Polynésie française. Pour vous donner une petite idée du déroulement, ça va être assez basique. On commence par quelques mots d'introduction. Je vous donne quelques éléments sur la méthodologie de la recherche, mais sans être trop technique, on va dire. Et encore une fois, n'hésitez pas si vous avez des questions. Quelques mots sur les résultats et notamment les facteurs socio-économiques de non-recours que les personnes ont évoqués pendant la recherche qu'on a menée.
Et ensuite, quelques mots de conclusion, de perspective. Pour commencer, quelques précisions notionnelles. Que l'on parle de refus ou de renoncement, dans tous les cas, on parle de non-recours, du fait de ne pas recourir. Donc, le fait pour un patient ou une patiente de ne pas recourir à un soin ou à un service qui lui est prescrit par un professionnel de santé, ça peut renvoyer évidemment à différents types de motifs, à différents types de logiques. Des logiques qui peuvent être émotionnelles, la fleur du traitement, des actes invasifs, etc. Ça peut être des logiques sociales, économiques, ne pas avoir les moyens d'assumer les coûts que ça peut engendrer aussi de recourir à un service de santé. Ça peut également être des motifs ou des logiques culturelles, de convictions politiques, religieuses, on y reviendra, etc. Et toutes ces logiques, elles ne sont pas forcément exclusives les unes des autres. Ça signifie qu'elles peuvent être cumulatives, c'est-à-dire que ce qui va faire qu'une personne ne va pas recourir à un soin ou à un service peut s'expliquer de différentes manières. Ça peut être à la fois des questions économiques, à la fois des questions émotionnelles, etc. Comme je le disais tout à l'heure, la notion de refus et de renoncement, elles n'impliquent pas tout à fait les mêmes choses. Quand on parle de refus, on met l'accent sur l'acte d'autonomie des patients et des patientes vis-à-vis des prescriptions biomédicales. Quand on parle de renoncement, on met plus l'accent sur les barrières objectives que les personnes rencontrent dans l'accès aux soins et aux services de santé. Donc, disons que dans la première perspective, on est plus centré sur le choix de l'individu et dans la deuxième, plutôt sur les conditions objectives qui font que la personne ne va pas aller jusqu'au bout de son projet de prise en charge. Donc, quelques mots de méthodologie pour vous indiquer comment on peut aborder ces questions-là du point de vue des sciences sociales, de la sociologie. Je disais tout à l'heure que je suis sociologue et on m'a posé la question qu'est-ce que c'est que être sociologue ou qu'est-ce que c'est que la sociologie? C'est assez compliqué de répondre, mais grosso modo, on va dire que c'est l'étude des comportements en société. On essaie de comprendre pourquoi les personnes agissent de telle ou telle manière. Donc, on cherche les causes aux pratiques sociales, les causes et parfois les conséquences aussi. Voilà, pour simplifier un peu les choses. Dans cette approche des sciences sociales, de la sociologie, on aborde la santé ici, dans le cadre de nos recherches, avec ce qu'on appelle une perspective, une approche qualitative et empirique. Ça peut paraître des mots un peu compliqués, en fait c'est assez simple. L'approche qualitative, ça veut dire qu'on ne va pas se baser sur les données statistiques, les données épidémiologiques ou sur des chiffres, sur des données quantitatives. On va s'appuyer sur les témoignages des personnes, donc ce qu'elles nous disent au niveau verbal, et on va s'appuyer aussi sur l'observation directe qu'on va faire sur le terrain auprès des personnes. On peut les accompagner dans leur parcours, par exemple, et être témoin de certaines choses, etc. Et quand on parle de empirique, ça signifie qu'on va se centrer sur l'expérience de vie des individus. Donc, on ne va pas aborder le refus et le non-recours comme des philosophes de manière abstraite. On va l'aborder à partir de ce que nous en disent les gens et de ce qu'ils ont vécu. On ne va pas aller leur dire qu'est-ce que tu penses du refus ou du renoncement. On va essayer de chercher s'ils ont déjà été confrontés eux-mêmes à ça au cours de leur vie. Donc, 3 choses à retenir. On part des motifs que les personnes énoncent, que les personnes concernées nous expriment. On centre notre approche, notre analyse sur l'expérience que les personnes ont du système de santé dans le cadre de leur vie quotidienne. Et on prend en compte aussi leurs conditions de vie et leurs contraintes au quotidien. Pour le moment, c'est plutôt clair. Il y a 2 avantages à cette approche. La première, c'est que ça nous permet d'identifier des réalités qui parfois peuvent être invisibilisées dans des enquêtes qui sont statistiques, quantitatives, etc. Parce qu'on collecte des descriptions très détaillées que nous donnent les gens sur l'expérience qu'ils ont vécue à tel et tel moment de leur vie ou au présent. La deuxième chose, c'est que ça nous permet de mieux comprendre des pratiques qui sont parfois ignorées, mal comprises. On va mal interpréter la raison qui fait que la personne a agi de telle ou telle manière ou a fait tel et tel choix. Et parfois des pratiques aussi qui sont méprisées. Se dire, finalement, peut-être refuser un traitement, c'est quelque chose d'irresponsable vis-à-vis de la santé ou des choses comme ça, par exemple. En partant des logiques d'action des personnes et en les écoutant, on peut comprendre ce qui les conduit à faire tel et tel choix.
Au niveau des données qu'on utilise, donc c'est une recherche qui a commencé en 2021 et qui progresse d'année en année au fur et à mesure qu'on rencontre des personnes, etc. Donc, c'est une enquête qui couvre différentes cibles dans différents archipels. Les personnes qui participent à ces enquêtes, on leur garantit l'anonymat. C'est-à-dire que parfois, on doit modifier certaines informations dans les rapports ou les analyses qu'on écrit pour être sûr qu'on ne puisse pas les retrouver. Donc, on va toujours changer systématiquement. On va systématiquement changer leur prénom, très souvent leur île de résidence ou lieu de résidence, et on va garder que les données qui nous intéressent, c'est-à-dire le sexe, le genre, l'âge de la personne, son niveau de diplôme, parce que ça va nous permettre de voir si on fait peut-être pas les mêmes choix en fonction de si on a 20 ans ou 50 ans, en fonction de si on est une femme ou un homme, etc. Donc ces données-là, elles nous importent, mais tout le reste qui concerne la vie personnelle, on l'enlève. Donc, cette recherche, elle va surtout se baser sur les personnes qui ne vivent pas à Tahiti et qui ont des difficultés dans le fait de recourir aux services de santé, du fait de la distance à certains médecins spécialistes, à certaines filières, etc., au niveau médical. On n'est pas ici centré sur la prise en charge des cancers. Il y a certains cas que je vais vous montrer qui portent sur des personnes qui ont été ou qui sont atteintes de cancer, mais il y a aussi d'autres pathologies comme des pathologies chroniques, évolutives et surtout des contextes liés à la perte d'autonomie de manière générale, donc des personnes âgées, des personnes en situation de handicap ou des pathologies psychiatriques. Donc là, on est vraiment dans une réflexion ensemble sur le rapport au système de santé et les difficultés qu'on peut avoir, peu importe les pathologies, à recourir au système de santé. Je ne vais pas trop entrer dans les détails, mais juste pour vous donner une idée au niveau de notre base de données, c'est-à-dire les informations sur lesquelles on travaille pour produire les analyses que je vais vous montrer. On a pour ma part 100 entretiens qui ont été réalisés avec 38 personnes, avec 38 professionnels du secteur biomédical et médico-social, des médecins, des infirmiers, des infirmières, des aides-soignants, etc. 32 proches aidants, les aidants familiaux, c'est-à-dire des personnes qui s'occupent à domicile d'un proche qui a besoin d'une assistance pour des actes de la vie quotidienne ou pour son traitement, et 30 personnes âgées ou en situation de handicap. Ça, c'était pour ma partie de la recherche, puisqu'en fait, ce que je vais vous présenter, c'est issu d'un dialogue que j'ai eu avec une collègue qui s'appelle Alice Sergi, qui, elle, est anthropologue. On va dire que l'anthropologie et la sociologie, ça se ressemble beaucoup pour simplifier les choses, en tout cas dans le cadre de cette recherche. Et donc, Alice Sergi, elle est maître de conférence à l'Université de Strasbourg. Et elle, de son côté, avant que moi je démarre mes travaux en 2021, elle avait déjà fait des recherches sur les cancers en Polynésie française et sur surtout les évasans vers Tahiti, mais aussi les évacuations extraterritoriales vers la Nouvelle-Zélande et vers la France. Et donc, moi, de mon côté, j'avais des données sur pourquoi les personnes âgées parfois refusent d'être hospitalisées, etc. Et elle, de son côté, elle avait des données sur pourquoi les personnes parfois refusent l'évacuation sanitaire et refusent de suivre un traitement. Donc, on s'est dit, pourquoi pas regarder toutes les données qu'on a, toutes les informations, essayer de voir ce qui ressort. Et c'est ce que je vais vous présenter ce soir. Sur la fiabilité des données de l'enquête, parfois, ce qui est reproché quand on a cette approche qualitative, c'est qu'on va nous dire « Ah oui, mais ce qui est arrivé au cas de monsieur un tel, ce n'est pas forcément représentatif de ce qu'on voit à l'échelle de la Polynésie française. » Quand on est dans cette perspective méthodologique-là et qu'on s'intéresse aux récits des personnes et à leur expérience, on ne cherche pas forcément à ce que ça soit strictement représentatif ou qu'un cas parle de tout ce qui peut arriver à tous les Polynésiens, Polynésiennes sur le territoire ou tous les résidents du territoire. Par contre, l'avantage, c'est qu'on va essayer de varier au maximum les types de profils. On va essayer de, évidemment, pas baser toute notre analyse sur un seul cas, mais on va essayer de voir s'il y a des choses qui se contredisent, etc. Et l'intérêt, ça va être justement ces récits de vie détaillés et ces observations du quotidien qu'on peut avoir avec les personnes. L'avantage aussi par rapport à un questionnaire en ligne, par exemple, c'est qu'on va pouvoir demander aux personnes de préciser certaines choses, de nous raconter des détails. Est-ce que tu peux
me raconter comment ça s'est passé à l'époque, quand tu as commencé ton parcours de soins, etc. Ou alors, on peut aussi faire des validations de sens. C'est-à-dire que si les personnes utilisent un terme, on peut leur demander qu'est-ce que tu entends quand tu utilises ce terme, ce mot. En fait, l'objectif, c'est d'être au plus proche de leur représentation. Ce qu'on ne peut pas forcément faire quand on est dans un questionnaire en ligne, où on a juste le choix de cocher certaines cases. On en vient à la partie des résultats qui nous intéressent le plus. Alors, ce qui ressort de ces recherches, de ce dialogue entre ma collègue et moi, ce sont les contraintes et les difficultés de différents types qui sont évoquées par les patients, les patientes et aussi par les professionnels. La concentration des services et des professionnels dans l'agglomération de Papeete, voire en dehors du territoire pour les traitements et les examens spécifiques, génère diverses contraintes sociales et économiques pour le recours à l'offre biomédicale. Le premier, c'est que parfois, ça implique des séjours prolongés ou répétitifs en dehors de l'île de résidence. Ça, c'est un point qui est beaucoup revenu dans le discours des personnes. Certains patients doivent alors trouver des moyens d'hébergement à Tahiti, ou parfois en dehors aussi si c'est une Evassan extraterritoriale. Pour les patients résidant en dehors de Tahiti, le fait de ne pas disposer de possibilités d'hébergement pris en charge par la CPS ou de ne pas avoir les moyens de subvenir aux dépenses de la famille d'accueil sont des facteurs qui peuvent conduire au refus de l'Evassan. Ici, on a un témoignage d'une infirmière d'Etouamotou-Gambier que j'ai interrogée dans le cadre de l'expérience qu'elle avait avec ses patients qui refusaient de se faire évassaner. Et elle me raconte quand ils arrivent, donc ces patients, ces patientes, à l'hôpital en provenance d'Etouamotou-Gambier, et que c'est grave, là, ils sont pris en charge. Mais une fois que c'est terminé, il faut qu'ils rentrent et parfois, ils ne peuvent pas rentrer tout de suite, ou bien à cause du programme des vols, ou bien à cause d'un suivi médical régulier post-opératoire, donc ils doivent rester quand même proches de l'hôpital, voilà. Alors, ils vont dormir où? Ensuite, elle me dit, l'hospital est prévu pour les RST, donc les personnes affiliées au régime de solidarité territoriale et les marquises, seulement parce que ce sont les îles les plus éloignées. Pour les autres patients, tu dois te débrouiller pour être accueilli par la famille et c'est toi qui dois payer à manger pour tout le monde une fois que tu seras là-bas. Ça, c'est ce qu'elle constate quand ses patients lui expliquent pourquoi ils ne veulent pas se faire évassaner. Il y a aussi les contraintes qui sont liées au séjour en dehors de l'île de résidence. Certains patients doivent mobiliser leurs propres ressources économiques ou faire appel à la solidarité familiale ou communautaire. Ici, on a l'exemple d'une femme retraitée des Marquises qui fait un emprunt anticipé. Donc, elle raconte, on a fait un emprunt de 1 million de francs au cas où la CPS ne prendrait pas en charge ma maladie, un cancer du sein. Donc, elle anticipe et elle se prépare au coût que ça va engendrer. Mais on a eu le carnet rouge tout de suite. L'emprunt sert alors à ma petite sœur pour accompagner ma maman qui est évassanée, car elle est malade du cœur. Donc, on voit quand même que les familles doivent s'organiser pour avoir des accompagnateurs, pour pouvoir réaliser leur prise en charge et se rendre sur place. Donc, certains patients doivent mobiliser leurs propres ressources pour faire face aux dépenses liées à leur état de santé. Ici, on a un appel aux dons. Tout le monde, quand on est résident ici, on sait que c'est des choses assez fréquentes. Ici, c'est une assistante sociale qui nous raconte. Il n'y a pas de compensation pour la diminution de salaire liée à la maladie dans certains cas. Heureusement, il y a la solidarité familiale et les associations. Ils organisent des cagnottes pour aider les malades. En fait, le fait de constater ça, ça peut nous amener à nous dire, et les personnes qui ne peuvent pas mobiliser ces ressources, comment elles font alors? Le deuxième élément que je voulais vous amener ce soir, c'est le fait qu'un autre facteur qui compte beaucoup dans les discours des personnes, c'est l'attachement au lieu de vie et à la famille qui est restée sur place. L'attachement à la famille et au lieu de résidence, mais aussi l'importance des activités de subsistance, c'est-à-dire le fapou, la pêche, etc., tendent à produire des réticences chez les personnes vis-à-vis d'un éloignement parfois prolongé à des fins thérapeutiques. On peut se dire qui va s'occuper du fapou, ou qui va garder les enfants, ou qui va garder mon parent âgé malade dont je m'occupe, par exemple. Donc là, c'est un homme qui est allocataire de l'AAH, de l'allocation pour adultes handicapés, qui nous dit « C'est difficile de laisser son île derrière soi, tu laisses tout tomber, la famille, le maha, c'est la première fois que je laisse tomber la famille, dans le cadre de sa première Evassan, les petits-enfants surtout. Mon île, c'est précieux, quitter notre terrain, celui de la maman, de mon père. » Il y a d'autres témoignages aussi qui font référence à cet attachement. Ici, c'est une femme au foyer qui nous raconte « Je devais partir 2 mois et ça fait 4 mois que je suis là, à Paris.
J'ai pris la décision de demander à mon neveu et sa copine de s'occuper de ses enfants. Mon neveu m'a rassurée, ne t'inquiète pas, tu pars, ne pense pas à la maison. Elle nous indique que je ne voulais pas partir au début car je n'avais personne à qui laisser mes enfants. Ça signifie que les relations familiales, les obligations familiales peuvent aussi nous conduire à ne pas recourir aux soins qui sont a priori disponibles pour nous. Toujours dans ces obligations familiales et les contraintes économiques, avec ce récit d'une femme retraitée, on voit comment différents facteurs, différentes causes peuvent s'imbriquer dans le fait de ne pas recourir aux soins. Elle nous raconte: je savais que j'avais quelque chose dans mon sein de la taille d'un grain de riz. J'avais fait une mammographie en 2014. J'ai eu le chikungunya qui l'a fait augmenter à la taille d'une balle de ping-pong. Le médecin avait dit de consulter car elle savait que c'était ça, le cancer du sein. Le médecin avait dit de consulter car il savait que c'était ça. Mais je devais travailler car sinon je risquais de ne pas couvrir mes dettes et j'avais ma petite fille à charge. Donc les obligations économiques et les obligations familiales. J'attends les vacances de juillet pour que ma petite retourne sur, donc là je me donne le nom de l'île, que je sois à la retraite et que commence l'assurance complémentaire pour aller consulter. Donc là, vous voyez tous les facteurs auxquels elle pense, tous les éléments qui la conduisent à prendre cette décision d'ajourner ou de remettre à plus tard le fait de se soigner. Je n'ai pas pensé à me soigner tout de suite. Donc là, ce n'est pas un refus définitif, c'est un ajournement. On met à plus tard parce qu'on se dit qu'il nous faut des conditions plus idéales pour pouvoir avoir le traitement. Je voulais dépendre de personne. Je me suis fait opérer en 2015, c'est-à-dire 1 an après avoir appris qu'elle était atteinte du cancer. Avant ça, je n'avais pas assez d'argent pour être bien pendant la maladie. On continue avec les témoignages. Ici, c'est une infirmière des Australes qui nous raconte comment certaines personnes âgées parfois refusent de se faire hospitaliser et évassaner, comme je le disais tout à l'heure. Parfois, si tu leur dis qu'il faut aller en urgence à Tahiti, ils refusent. Ils préfèrent rester ici, donc aux Australes. J'ai le cas de 2 grands-mères avec les hanches cassées suite à des chutes. Eh bien, elles ont refusé de partir à Tahiti. On leur a bien expliqué que si elles restaient ici aux Australes, elles n'allaient plus pouvoir marcher, mais elles préfèrent être mal soignées ici chez elles que de partir à Tahiti se faire opérer. Elles préfèrent ne plus marcher ici que de partir à Tahiti et de prendre le risque de mourir loin et seules là-bas. Ici, le témoignage d'un homme retraité. Ma femme a peur que je meure en Nouvelle-Zélande. C'est pour ça qu'elle a dit non pour les Vassan. Elle préfère me garder à la maison, me voir. Donc là, on voit aussi que la décision de non-recours ou de non-recours, ce n'est pas uniquement un acte d'autonomie de la personne, c'est aussi l'entourage et l'influence de l'entourage familial. En fonction de si l'entourage insiste, si il faut te faire soigner, ou au contraire dit non, non, reste là. Donc, lorsqu'une personne vivant avec un cancer et sa famille refuse de manière temporaire ou définitive une évassane extraterritoriale, cela est souvent motivé par la crainte de décéder loin du domicile et des proches. Et donc, ce lien familial, il maintient finalement près de la famille et au niveau du lieu de résidence. L'autre chose intéressante par rapport aux personnes âgées dans les îles en dehors de Tahiti qui refusent de se faire évassaner, c'est pas seulement d'avoir peur de décéder loin de la famille, loin des terres, etc. C'est aussi une anticipation des coûts du rapatriement du corps en cas de décès, si jamais les choses se passent mal. Donc là, c'est quelque chose que l'on observe surtout pour les opérations risquées et pour les personnes âgées qui doivent avoir une opération. Donc, une infirmière des Tuamotu Gambia encore, certaines personnes âgées ne vont pas trop partir parce qu'ils ont peur de rester là-bas, à Tahiti. Si tu meurs à Tahiti, c'est très cher pour revenir sur ton île, très cher pour faire revenir un décès, donc ils pensent au coût pour leur famille s'il y a quoi que ce soit. Donc encore une fois, on pense aussi à l'implication pour les proches. Ce n'est pas seulement une décision du patient vis-à-vis du fait de se faire traiter ou pas. Là, c'est une autre piste de réflexion pour ce soir, mais qui porte sur finalement comment les professionnels de santé se positionnent quand ils suivent un patient et que le patient refuse de se faire évassaner et que les professionnels savent qu'il y a un risque pour leur santé. Pour le moment, ce qu'on sait avec les témoignages qu'on a réussi à collecter, c'est que dans un premier temps, il y a ce qu'on appelle une négociation pondérée. Je vais vous expliquer ce que ça peut vouloir dire. Des professionnels de santé. C'est-à-dire que les professionnels de santé vont insister plus ou moins sur le fait que oui, il faut recourir à un soin ou à un service de santé en fonction du niveau de gravité qu'ils connaissent sur les conséquences possibles
du fait de ne pas suivre le traitement. Donc là, une infirmière, j'essaie de convaincre les patients quand je suis persuadée qu'il faut qu'ils partent. Là, j'en démords pas et j'explique. Donc, elle nous explique que dans certaines situations, elle peut ne pas insister outre mesure, mais quand elle sait que ça peut être très grave, là, elle va insister davantage. Donc, d'un côté, il y a le fait d'essayer de négocier quand même un minimum avec le patient en fonction de la gravité. Et de l'autre côté, ce que l'on voit du côté des professionnels, c'est un souci de se déresponsabiliser du point de vue juridique, ou en tout cas de se décharger des conséquences que cela pourrait avoir. Donc là, on a ce témoignage. S'ils ne veulent pas pour des raisons qui leur sont personnelles, je leur fais signer une décharge. Et je leur explique. Je te fais signer une décharge parce que c'est toi qui décides de ne pas partir. Je te comprends, je ne suis pas d'accord avec toi, mais je te comprends, mais c'est toi qui prends la décision. Donc, s'il y a une décharge, s'il arrive quelque chose, ce ne sera pas moi qui serai mise en tort, c'est pas moi qui l'ai souhaité. Donc, il y a quand même ce souci de s'il y a quoi que ce soit de grave, voilà. Donc, on pourra en reparler tout à l'heure, je pense, sur les aspects, sur des précisions juridiques liées à ça. Juste 2-3 mots de conclusion pour terminer. Qu'est-ce qu'il faut retenir de ces recherches ? D'abord, il existe une accessibilité variable des soins et des services de santé biomédicaux selon les ressources sociales et économiques des personnes. Ne pas recourir aux soins ou aux services de santé, ce n'est pas réductible à un acte d'autonomie des patients vis-à-vis des prescriptions du système de santé ou des professionnels du système dit conventionnel. Ne pas recourir aux soins ou aux services, c'est aussi une délibération qui se fait dans un espace de contrainte économique, sociale, et qui est à comprendre en lien avec le contexte de vie des personnes, évidemment, et les conditions de vie des personnes aussi, en fonction de si on habite dans les îles ou pas, de nos niveaux de revenus, de si on a des personnes membres du FETI qui peuvent nous accueillir sur Tahiti, etc., etc. Ce qui ressort aussi, c'est l'importance des relations familiales dans le fait de recourir ou ne pas recourir. La famille, les relations familiales, elles interviennent de 3 manières différentes. D'abord, dans la construction du choix du recours ou du non-recours aux soins. Parfois, les personnes nous disent qu'elles demandent l'avis de leurs proches, par exemple. Ensuite, les relations familiales, elles peuvent intervenir dans la mesure, justement, où, comme je le disais, en fonction de si on a un FETI ou pas, un réseau de connaissances de personnes apparentées pour nous aider, nous héberger ou nous accompagner, eh bien, on ne va pas être finalement à égalité vis-à-vis des possibilités ou du niveau de contrainte pour le recours aux soins. Et enfin, c'est au niveau des contraintes et des obligations familiales, en fonction de si on a une garde d'enfants, en fonction de si on s'occupe d'une personne qui dépend de nous, etc. Ça, ce sont toutes les manières dont les relations familiales peuvent jouer dans le fait de ne pas recourir. Et enfin, l'importance des conditions de vie et des ressources économiques des patients. Bon, là, il y a 2 points qui ressortent. La première, c'est la possibilité ou non de financer tous les frais annexes qui ne sont pas pris en charge par la CPS, par le système de protection sociale. Le fait d'être logé, si les choses se prolongent, ou s'il y a un suivi post-opératoire, etc. Le fait de pouvoir être accompagné par un proche dans le cadre d'une EVASAN extraterritoriale. Ces éléments jouent dans le fait d'accepter ou pas un soin ou un traitement. Et enfin, les difficultés à délaisser provisoirement des activités vivrières, notamment pour les personnes qui vivent beaucoup de l'autoconsommation et de l'économie primaire ou informelle, c'est-à-dire, comme on disait, du FAPU, etc., avec une difficulté supplémentaire pour quitter cet espace-là et venir en ville ou aller à l'étranger pour se faire soigner. Voilà ce que je voulais vous partager. J'ai des questions. Je trouve que ce qui est davantage abordé, c'est le renoncement. Il y a des contraintes plutôt que le refus et du coup un choix face à plutôt qui implique une conviction presque. Dans le refus, il y a la conviction, l'idée de croyance, l'idée de... Et là, c'est davantage, je trouve, des contraintes qui viennent faire renoncer aux soins sans forcément qu'il y ait une volonté de... qui n'est pas de consentement justement aux soins. Je ne sais pas ce qui... Oui, tout à fait. C'était vraiment... je comprends ton titre refus ou renoncement, parce que c'est vrai. C'est pas la même chose. On n'est pas sur la même chose, ouais. Même en termes de droit, on n'est pas sur la même chose.
l'expression de la volonté, c'est le refus de soins, ou renoncer, c'est d'autres contraintes qui pèsent sur le choix qu'il fait. Et on a le sentiment que dans le renoncement, il y a des facteurs sur lesquels, collectivement, on peut agir. Enfin, ça me donne surtout des pistes d'action. Enfin, j'imagine qu'ici, ça doit parler à pas mal de monde parce que je rebondis dans la pratique, notamment de la pratique de la médecine au CHPF. Moi, je suis régulièrement confrontée à cette idée que ah non, je veux pas être évassanée parce que j'aurai pas d'hébergement ou parce qu'il y a personne qui me suit, je vais être tout seul. Des complications et notamment par exemple les femmes enceintes quand elles doivent quitter leur île plusieurs semaines avant l'accouchement pour des raisons médicales. Elles ne se retrouvent pas forcément dans des structures d'hébergement adéquates. Il y en a qui se retrouvent dans des situations de précarité très importantes, toutes seules, en ayant laissé leurs enfants, leur famille. Et c'est vrai que la question est davantage comment on peut accompagner les individus pour que la possibilité de l'évasion ou le recours aux soins soit beaucoup plus équitable. Parce que ce qui ressort aussi dans le monde, c'est l'inégalité d'accès aux soins. Et ça, sur le plan éthique, c'est un petit peu compliqué de se dire qu'il n'y a pas... C'est plus une problématique en fait de refus de soins et d'expression de l'autonomie de la volonté, c'est une question d'égalité d'accès aux soins. La personne qui renonce et qui ne peut pas aller, qui choisit de ne pas aller se faire soigner parce qu'elle a toutes ces raisons-là, ça veut dire qu'on ne garantit pas un égal accès aux soins, on ne garantit pas sur le territoire une égalité, qu'il y a une forme de discrimination en fait. Et l'idée, c'est collectivement de penser l'égalité d'accès aux soins. Exactement. Après, ce qui est très intéressant aussi, pour rebondir sur la question des croyances et de ce qui relève du refus ou du renoncement, je pense qu'il y a certains cas où la frontière, elle est compliquée à déterminer. Par exemple, sur la question des croyances religieuses. Comment on sait si ce sont effectivement les croyances de la personne, donc un acte d'autonomie par rapport à ses valeurs, etc., ou si c'est la peur de la pression communautaire si jamais il y a un recours à un soin. Donc là, est-ce qu'on est dans du refus pour des questions de valeur ou est-ce qu'on est dans du renoncement à cause des conséquences que l'on anticipe que cela pourrait avoir? Ça, c'est tout, je pense, le travail de l'accompagnement, à mon avis, de la narration, de comment on se raconte, de après comment on travaille avec les proches aussi. Et puis, c'est souvent une dynamique, c'est-à-dire que moi, c'est ce que je ressens, c'est qu'on peut au départ dire non, peut-être par croyance, en décidant de plus tolérer ou Tahiti, en faisant partie d'une communauté, et puis dans la dynamique du parcours de soins, parce que c'est jamais quelque chose de linéaire, le parcours de soins, et ben, va y avoir des événements dans ce parcours qui vont faire retourner peut-être vers la biomédecine, peut-être aussi, c'est là tout le travail des soignants, je pense, d'entendre ce que les patients ont à dire sur leur parcours de soins, sur ce qu'ils se souhaitent, sur comment ils envisagent leur état de santé, qu'on n'envisage pas tous les choses de la façon. Les soignants ont quand même une vision assez particulière. Qu'est-ce qu'un état de santé? Mais après, chaque patient va voir sa santé de manière individuelle et va, au fur et à mesure de son parcours, dire à tel moment, je suis prêt à y aller, j'ai rediscuté avec ma famille, ou évidemment que l'autonomie, c'est un peu. Alors moi, du coup, dans le cadre du master éthique, j'ai travaillé sur le refus de soins. Du coup, j'ai travaillé sur l'autonomie, le consentement, qui est du coup un peu différent du renoncement. Et on le sait que, en fait, dans notre parcours, chaque individu, on est empreint de notre environnement familial, social, culturel, de croyances. Donc, l'autonomie au sens de la liberté pure, ça n'existe pas a priori. Enfin, ça serait bien, c'est quand même. Mais elle est toujours cette autonomie imprégnée de ce qu'on est, des rencontres qu'on fait, de nos croyances. Et je pense que dans ce parcours de soins, il y a des moments, des événements, je pense que vous qui êtes là, vous le savez mieux que moi, il y a des événements qui font qu'à un moment, on peut osciller, on peut changer d'avis. Et c'est aussi ça. Le refus ou le consentement, c'est que c'est pas quelque chose d'irrévocable. Et ça, je voudrais rebondir, c'est que le refus de soins, quand quelqu'un refuse un soin, il y avait un témoignage d'un infirmière qui disait je fais signer une décharge. OK. Mais en fait, c'est pas parce qu'à un temps T, on refuse qu'on ne peut pas revenir en disant là, je voudrais. Au contraire, dans le cadre du droit du patient, ce refus, il n'est jamais irrévocable. C'est-à-dire, tu refuses, c'est terminé. On ne se reverra plus jamais. Ou non,
On a, nous, un devoir, en tant que soignant, d'accompagner le patient, y compris quand il refuse les soins. Et qui dit refuser les soins, c'est pas refuser tous les soins, c'est refuser souvent certains traitements, et pas tous. Donc déjà, il y a une nuance à faire. Il y a rarement un refus complet de tous les soins. On refuse certains traitements, et du coup, on adapte. C'est aussi très pragmatique. C'est à tel moment, j'ai besoin de ça, donc je m'adresse à la biomédecine pour ça, mais je peux aussi aller vers Haute-Haïti pour autre chose, parce que c'est à ce moment-là ce dont j'ai besoin. Et puis, au fur et à mesure du parcours, on va osciller, et le soignant, je pense, il est dans l'obligation, ça l'oblige à être présent. Je ne sais pas si je suis claire. Je ne sais pas ce que... Si autour de nous, il y a des... Vous voulez rebondir? Oui, il y a deux choses sur lesquelles je voulais rebondir. La première, ce que tu as dit, c'est parfois ça se mêle et c'est difficile de faire la différence entre renoncement et refus. Par exemple, dans les exemples que tu as donnés, les deux dames qui voulaient rester dans les Australes pour mourir chez elles, etc. Pour moi, ça tend vraiment plus, enfin, ça tend pas mal vers l'autonomie de la volonté aussi, comme tu vois, une personne âgée qui veut rester chez elle plutôt que d'aller en hôpital ou en EHPAD. Et ça rejoint cette dimension-là. Donc, effectivement, c'est un peu mêlé. Je ne sais pas si toi, tu l'as vu comme ça aussi. Pour toi, ce cas-là, c'était du renoncement. En fait, je pense encore une fois, les frontières sont rarement tout à fait là. Tu parles de sciences sociales ou d'un point de vue sociologique. Mais moi, ce qui m'intéresserait, c'est de savoir si les professionnels de santé sont formés à faire la distinction entre ce qui relève du renoncement et ce qui relève du refus. Parce que si c'est déjà compliqué à aborder du point de vue de la sociologie quand on parle de manière approfondie avec les personnes, je me demande, parce qu'en fait, pour savoir comment on répond à ce genre de situation, il faut réussir à les qualifier. Alors déjà, pour répondre à ça, il faudrait déjà pouvoir écouter. Ou la narration, enfin, l'importance de la narration, l'importance que les patients puissent raconter leur histoire. Je pense que du coup, on prenne le temps de les écouter. Je pense que les soignants ont le plus à faire, c'est à faire les pas de côté et du coup à renoncer à leur propre projection. Parce que dans le refus de traitement, c'est ce que j'avais fait. Je ne sais pas si on a le PowerPoint. Sur le plan éthique, en fait, c'est un conflit de valeurs. Il y a quelque chose de l'ordre du conflit de valeurs. C'est-à-dire que quand on est soignant, et qu'un patient refuse un traitement, de prendre la position du traitement. On fait, comment ça? Moi, je propose un traitement optimal qui va permettre soit la guérison, soit d'aller mieux à mon avis de soignant, parce que je pense le meilleur pour lui. Donc, on est ce qu'on appelle dans le principe de bienfaisance, c'est-à-dire que le soignant va se positionner dans l'idée de proposer le traitement qu'il estime le plus adapté, le meilleur pour le patient, mais avec une vision de santé. Et puis, le patient en face, il peut dire, non, moi, je veux pas de ce traitement, pour des raisons, alors, soit de renoncement, pour des obligations familiales, financières, mais aussi parce que, d'abord, des fois, ils n'ont pas envie d'un traitement lourd, ils n'ont pas envie de rester hospitalisés, parce qu'ils ont déjà fait l'expérience, ou dans leurs proches, il y a cette expérience-là, et c'est une expérience de vie qu'ils n'ont pas envie de faire. Et c'est assez clair, je trouve, dans la volonté dans la détermination de ne pas vouloir... mais ça oblige à entendre, et du coup, ça vient... la bienfaisance du soignant vient se confronter à l'autonomie du patient. C'est-à-dire que le soignant, il doit renoncer. Il doit renoncer à proposer un traitement source. Je ne sais pas si vous l'avez peut-être ressenti des fois quand on est face à un médecin ou à une infirmière ou un infirmier, enfin un soignant qui pense que c'est ça qu'il faut faire. Ce n'est pas toujours simple en tant que patient de dire « Ah non, mais ça, je ne veux pas en fait ». Et cet espace-là qui est difficile, je trouve, de l'écoute, de l'alliance thérapeutique, c'est ce travail-là qu'il y a à faire. Donc, le rôle du soignant, c'est bien de faire un pas de côté, parce que finalement, ce n'est pas lui, le patient, hein, c'est pas lui le concerné, c'est pas lui qui est malade. Et donc, il faut bien qu'il écoute ce que le patient a à en dire. Et donc, il écoute cette autonomie. Et tout ça, tu as bien retravaillé la relation entre soignant et soigné. Et la loi Kouchner, en 2002, elle a mis ça en avant. Elle a mis les droits du patient en avant, c'est-à-dire le consentement, qui est... D'abord, le consentement, c'est pas un contrat où les deux impliqués ont signé un contrat. Le consentement dans le cadre du soin, c'est l'accord que donne le patient d'accepter un soin. Mais cet
accord, il peut revenir dessus à tout moment. Il n'est pas obligé. C'est un droit qu'il a, c'est un droit fondamental de consentir ou ne pas consentir. Donc, le refus de traitement est forcément impliqué par le consentir. On a le droit de ne pas consentir. C'est important parce que et on a le droit de pas consentir à un moment et de consentir à un autre. On décide de ce qui est bon pour soi en tant que patient. Et je pense que ça, c'est un droit fondamental et qui est aussi important parce que c'est respecter l'individu dans son parcours. Je sais pas si ce droit, alors tu parles de consentement, mais avant tout, il y a l'information aussi. Information, consentement, refus de soins. C'est trois droits du patient qui découlent du principe de respect de l'intégrité physique et de la dignité physique, de la dignité du respect de la dignité. Donc, c'est des principes fondamentaux de tout individu. Donc, ça, c'est vraiment essentiel. Et donc, pour pouvoir... c'est pas moi. Non, c'est moi. c'est pas grave. Pour pouvoir consentir ou refuser, il faut qu'il soit informé. Qu'il soit informé, d'où ce dialogue, ce besoin de dialogue. Et ça me fait rebondir sur cette histoire de décharge, qui est un réflexe peut-être naturel de chercher à se protéger. Mais à ce droit du patient de refuser les soins correspondent des obligations du professionnel de santé qui passent bien avant l'idée de se couvrir et de se dégager de toute responsabilité. Et donc, les obligations des professionnels de santé face à un refus de soins qui, voilà, imaginons dans les cas les plus graves, qui peuvent avoir pour effet d'exposer la santé du patient, c'est-à-dire on est dans un cas où si le patient refuse les vasanes ou refuse les soins, risque de mourir ou en tout cas de voir sa santé gravement endommagée. Dans ce cas-là, le professionnel doit encore informer, réitérer cette information, tout noter dans le dossier médical et rester, comme tu dis, comme tu insistes sur ça, rester ouvert au patient. Ce n'est pas un refus total des soins, c'est un refus de ce traitement-là. Par exemple, en fin de vie, on a le refus d'un traitement curatif, par exemple, mais on n'abandonne pas le patient. Il y a des traitements palliatifs, on va accompagner le patient, on va apaiser sa douleur. Donc ça, c'est important. Et je souligne là-dessus aussi parce que toujours dans cette démarche de se protéger et d'anticiper les mises en jeu de la responsabilité, auparavant, la loi du 4 mars 2002, donc c'est la grande loi qui a consacré les droits des patients, elle avait imposé aux professionnels de santé, et c'est ça qui a un petit peu peut-être faussé la donne, elle a imposé aux médecins de tout mettre en œuvre pour convaincre le patient d'accepter les soins. Alors, la deuxième loi fin de vie, la loi fin de vie de 2016, elle a modifié heureusement cette formulation parce que tout mettre en œuvre pour convaincre, c'est hyper fort. C'est tout mettre en œuvre, tous les moyens dont il dispose et convaincre. C'est quand même très fort. Donc, ça veut dire, le médecin, lui, il a peur de voir sa responsabilité engagée si on va lui dire, en œuvre, tu n'as pas réussi à convaincre ton patient, donc c'est que tu n'as pas tout mis en œuvre. Donc, heureusement, on a enlevé cette disposition. Maintenant, on a vraiment un refus de soins. Face à ce refus, on informe, on discute, le patient doit réitérer son refus. Donc, ça doit être un refus qui est persistant. Un refus qui est persistant, c'est pas juste une fois, non, je veux pas, non, faut rediscuter, donc que ce soit persistant. Et la traçabilité, peut-être qu'on va trop m'étaler, mais peut-être qu'on pourra en reparler après pour les praticiens, c'est important. Tout noter dans le dossier médical, etc. Et en tout cas, je prends encore une petite minute, c'est pas une décharge de responsabilité, ça n'existe pas. On ne mange pas les papiers. Et nous, vous avez dit que ça ne servait à rien. Non, ça ne sert pas à rien. Moi, je trouve que ça... Ça ne sert pas à rien. Juste la décharge de responsabilité, on ne peut pas se décharger de sa responsabilité, en fait, ça n'a aucun sens. Je sais que quand on n'est pas juriste, on dit oui, on a déjà signé des décharges. Mais non, mais ça n'a pas de sens, en fait. Le droit d'agir en justice, c'est un droit de tout citoyen. Donc, qu'est-ce qu'avec ton petit papier que tu as fait signer, tu vas dire non, tu vas renoncer à ton droit d'agir en justice? Non, il pourra quand même agir en justice. Mais par contre, là où je dis que ça ne sert pas à rien, déjà tout noter dans le dossier médical, ça, c'est une obligation. Et ce qu'on peut faire en plus, c'est faire signer un document qui n'est pas une décharge, mais un document, un certificat de refus de soins, une attestation de refus de soins, mais qui est circonstancié, qui montre bien qu'on a bien informé le patient,
qui est le plus précis possible, pas juste certificat de refus de soins avec 3 lignes et on signe. Bon, ça, je pourrais plus développer à l'occasion, mais il faut que ce soit vraiment très précis pour qu'on montre bien l'idée. C'est un commencement de preuve. Si jamais l'affaire est portée en justice et que le juge doit se prononcer sur cette affaire-là, ce document-là, il peut servir à montrer, bah oui, effectivement, on a pris un temps d'information, on a bien informé des conséquences. Mais c'est pas une décharge. Et au contraire, la décharge, ça peut même être mal vu, parce que quand on est dans une démarche de décharge, l'infirmière, elle est dans une démarche quand même, attention, hein, je te préviens, t'engages pas à ma responsabilité. C'est pas pareil que ce que tu disais, d'être dans un dialogue, bah, tu reviens quand tu veux, on en rediscute, etc. C'est pas du tout la même démarche. Et limite, moi, ce que je vois, c'est que ça peut faire peur à un patient qui connaît pas le droit, qui connaît pas ses droits. Ça peut lui faire peur et il peut se dire, bah, de toute façon, j'ai signé la décharge, c'est bon, je peux plus rien. Donc, ouais, pas du tout la bonne démarche à mon sens, mais plutôt de rester ouvert, bien sûr. En plus, ça donne un sentiment d'abandon. Exactement, c'est trop tard. Voilà, tu as signé ton document, tu En fait, on n'abandonne pas Au contraire, ouais. une personne parce qu'elle a dit, bah non, je veux pas de ça. Si elle décide de pas accepter tel soin pour telle ou telle raison qui lui sont propres, bah, moi, je pense que ça se respecte. Après, nous, notre rôle, c'est de bien informer, clairement, que ça soit clair. C'est-à-dire que quand on donne une information, il faut que les gens aient bien qu'elle soit bien comprise. Donc, c'est vrai que des fois, on utilise des mots un petit peu du risque de mourir. Bon, on l'utilise parce qu'on est obligé de le dire, mais c'est surtout ne pas faire ce traitement-là, ça implique peut-être que l'évolution de la maladie sera différente, que peut-être tu seras amené à avoir d'autres conséquences, mais c'est aussi dire, mais on sera là si tu changes d'avis, on pourra en discuter, je te propose de te revoir, il ne faut jamais lâcher les gens comme ça, enfin, à mon avis. Même si, en tant que soignant, c'est toujours un petit peu, enfin, je sais pas, mais toujours un petit peu, c'est pas simple non plus, vous savez, quand on est soignant, que quelqu'un nous dise, bah non, je veux pas. Alors nous, on a le sentiment que c'est ce qu'il faudrait faire. C'est vrai que nous aussi, ça nous oblige à renoncer, mais en même temps, c'est pas nous qui sommes malades. Donc, au contraire, il faut bien accompagner. Mais on a aussi des convictions quand on est soignant. Vous voyez, et tout l'enjeu dans la relation, c'est bien de pouvoir écouter ce que le patient souhaite, même si nous, on va dire, moi, je ne fais pas ça. Mais bon, j'entends que tu préfères autre chose, et du coup, ok, on reste dans le dialogue, on reste dans ce qu'on peut faire ensemble, et puis voilà, et puis tu peux changer d'avis. Moi, je pense que c'est fondamental. Ouais. Et j'ajoute quand même, parce que je sais que les soignants ont toujours cette peur des poursuites, du pénal, etc., d'aller en prison, etc. Avec la nouvelle loi de 2016, les soignants sont protégés, justement. Le fait d'avoir enlevé cette obligation de tout mettre en œuvre, vous êtes protégé en tant que soignant si vous respectez ces obligations-là, c'est-à-dire si vous avez bien informé, que le refus est réitéré, que vous avez tout noté, il n'y a pas de crainte de mise en jeu de la responsabilité. Au contraire, si on force les soins, là, on peut voir sa responsabilité mise en jeu. Il n'y a pas de crainte. La loi 2016 sur la fin de vie, la deuxième loi fin de vie, elle est aussi venue protéger les professionnels de santé, pas que les patients. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont des questions ou ont fait l'expérience de refuser un soin ou un traitement. Oui. Ouais. J'ai refusé de traitement. J'étais sur hormonothérapie. J'ai fait les 4 hormonothérapies qu'on m'a proposées et tout récemment, j'ai arrêté. Parce que c'est toujours les mêmes symptômes que j'ai. Et quand j'ai été le voir, il m'a réexpliqué encore. Au début, il ne connaissait pas, je pense, qu'il ne connaissait pas mon dossier. Quand je lui ai demandé, je veux arrêter. Ah, ben si tu veux arrêter, non. Après, il me regarde. Je le regarde, je dis, vous êtes sûr? Il me dit, je ne sais pas. Bon. Il regarde mon dossier. Ah ben non, on ne peut pas. J'ai dit, voilà, j'ai déjà demandé, on m'a dit que je ne pouvais pas. Et aujourd'hui, il m'a remis encore mes hormonothérapies. Je suis repartie sur la première boîte qu'on m'a donnée. Le premier traitement qui arrive, Arimidex, on m'a encore remis. Sans vous mentir, aujourd'hui, j'ai arrêté. Parce que je ne peux pas, j'arrive pas.
plus je prenais, plus ça me fatiguait, j'avais les raideurs et tout, je ne pouvais même pas, j'étais toujours allongée dans mon canapé. Ben là, j'ai arrêté, ça va faire 3 semaines. J'arrive. Et là, je dois le revoir encore, je ne sais pas qu'est-ce qu'il va me dire encore. J'attends. Non. C'est juste que parce que je l'aime bien et avec la vie, je n'arrive pas. Mais moi, j'entends tout à fait que on puisse dire, bah, ce traitement, il me rend moins bien que si je ne l'avais pas. Voilà. Ça devient compliqué de prendre un traitement quand ça rend plus fatigué. Alors, Voilà. après, il y a des traitements, on n'a pas le choix. Enfin, il y a des périodes là, on n'a pas le choix. Si, on a toujours le choix. Mais c'est vrai que l'hormonothérapie, en plus, c'est souvent sur du long cours. Et quand elle est mal supportée, bah, ça fatigue. On a l'impression d'être moins bien, et de ne pas pouvoir être la personne qu'on voudrait être. Et déjà qu'on a dépassé, après la maladie, la période aiguë, difficile, où il a déjà fallu passer par pas mal de choses, on voudrait être un peu tranquille. Tranquille, mieux aller. Et puis, mais moi, je pense qu'il faut parler au médecin, parce que ça s'entend. Peut-être il y a des choses à faire, des bricolages à faire, des agencements, parce que c'est ça, en fait, l'alliance avec le médecin ou avec son soignant, c'est aussi trouver la négociation qu'on verrait. Moi, je pense que c'est de la négociation. en plus, dernièrement, il m'a donné toutes les astuces que je devais faire. J'ai suivi. Oui, tu prends toujours la même heure, tu fais ceci, tu fais cela. Ok, j'ai fait. J'ai fini une plaquette. Ah, j'ai arrêté. Je ne pouvais pas. Hein. Pour moi, la chimio, encore, pour moi personnellement, c'est plus supportable que j'arrive pas. J'ai tout écouté, comme il a dit à l'arrière, tu fais comme ça, c'est ce que j'ai fait. J'ai refusé. Non, c'est moi qui ai refusé comme ça. Lui, devant lui, je n'ai pas refusé parce que j'ai repris la voie. Mais c'est moi qui ai refusé. Voilà. Alors voilà. Ils sont en train de. C'est bien ça. Mais c'est intéressant parce que c'est très intéressant ce que tu dis, c'est que tu as dit oui au toté, mais derrière, bon bah non. Ben, je lui ai dit oui. Mais pourquoi tu as dit oui au toté? Ben voilà. C'est un plaisir? Non, c'est pas pour me faire plaisir. Oh, il m'a expliqué. Ouais. Même auparavant, les autres médecins m'ont expliqué, oncologues m'ont expliqué quelles sont les conséquences. J'ai dit OK. Comme on dit chez les Tahitiens, il faut y prendre. J'ai pris. Et après, à un moment donné, je n'en pouvais plus. J'ai arrêté, j'ai été revoir mon oncologue. Je lui ai réexpliqué. OK, on passe à une autre boîte. Hein? On passe à une autre boîte. Et jusqu'à aujourd'hui, j'ai refait tout à zéro. C'est pas que j'ai voulu le faire plaisir de prendre. Je me suis dit, avec l'explication qu'il m'a donnée, c'est un besoin. C'est un besoin pour moi de prendre. Mais j'ai essayé. J'ai essayé pas de le satisfaire, mais pour moi, j'arrive pas. J'arrive pas. Je ne m'en sors pas dans ça. J'avais des effets secondaires, comme je vous ai dit au départ. La chimio, à côté ça, je préfère encore la chimio, parce que pendant un moment, tu n'es pas bien. Mais là, j'ai encore pour 2 ans à prendre. C'est long pour moi, 2 ans. Oui, c'est long. Et les effets, c'est con. Bah, pas pour tout le monde. C'est très individuel. C'est pour ça qu'il y a un parcours de soins. C'est individuel. C'est qu'on n'a pas tous la même façon de tolérer un traitement, de le vivre. Et donc, tous les patients ne sont pas identiques du tout. Et donc, du coup, c'est vrai que c'est important de rediscuter. Et là, quand tu vas voir le côté, tu vas lui dire, tu es à l'aise de le dire. Voilà. Je vais lui dire, c'est tenté, je suis désolée, mais j'ai déjà arrêté. Alors, on va voir qu'est-ce qu'il va me dire. Bon. On va répondre. Alors, est-ce que c'est un refus ou un renoncement? Alors là, je pense que c'est plutôt un renoncement lié aux effets secondaires. C'est pas un refus catégorique. La dame, si elle le tolérait, elle le prendrait. Pas la même chose. Si je vois que c'est un médicament qu'on a donné plein, je l'ai pris, continuez.
Je vais me permettre, dans mon expérience professionnelle, du coup, dans le cadre de mon master éthique, j'ai fait une étude qualitative sur des entretiens avec des patients qui avaient refusé des traitements. Donc, soit en cancérologie, des femmes, notamment des femmes, qui avaient décidé de ne pas prendre la chimiothérapie, donc avec un cancer du sein. Pas de chimiothérapie, pas de radiothérapie. J'avais vu aussi des patients insuffisants rénaux chroniques, vous savez, qui refusaient la dialyse. Et donc, du coup, là, on était dans un cadre de refus par conviction. Mais, parce que je vais garder le contact, il y a une dynamique, c'est-à-dire qu'ils ont pu aussi changer d'avis. C'est pour ça que je tiens vraiment à cette idée de dynamique. C'est-à-dire qu'à un temps T de sa vie, on peut dire non, telle ou telle raison. Parce que ça ne correspond pas à notre croyance, ça ne correspond pas à nos convictions. Je pense quand même aussi, sur le territoire, il y a aussi toute cette médecine traditionnelle qui est très importante quand même. Les Rao Tahiti, le Tawa, tout ça, c'est quelque chose qui est important, qui, je pense, n'a pas été entendu beaucoup, pas du tout même, par beaucoup de médecins. C'est-à-dire qu'on n'ose pas dire qu'on prend les Rao Tahiti quand on va voir le côté. Ah oui, on vous demandait. Et voilà. Alors que, en fait, on peut concilier les deux. C'est nouveau, ça. Mais je pense que c'est tellement important de dire. Pas beaucoup. Je pense que c'est les deux. Les gens, ils le font sans attendre. Oui, mais que les professionnels de santé, voilà. C'est les deux. Ouais. Mais moi, par exemple, je pose la question maintenant tout le temps aux gens s'ils prennent les Rao Tahiti. Et je dis très bien si tu te sens bien avec. Ça pose pas de souci. Enfin, je veux dire, à moins qu'il y ait des effets, qu'il y ait des interactions. Mais justement, c'est bien de pouvoir dire à son côté, je prends des Rao Tahiti, le dialogue, je prends ça, pour que le côté dise, ah ça, peut-être, ça peut avoir des interactions. Est-ce qu'on peut faire une pause le temps de ça, ou est-ce que tu as besoin qu'on attende Et je pense une conciliation. Et donc avoir cette honnêteté. Alors je sais très bien qu'il y a plein de médecins qui ont dit, faut pas prendre ça, c'est pas bon. Hein, je sais bien. En parlant, tu mets en confiance le patient, qui va tout te dire plutôt que de cacher et de garder certaines informations pour lui. C'est mieux qu'il le dise et puis le médecin va adapter. Et puis ouvrir au dialogue. Puis c'est hyper important parce que d'abord, c'est la médecine traditionnelle, donc ça fait partie de l'histoire du territoire, de l'histoire des familles, des gens. C'est à base de produits naturels. Mine de rien, il y a aussi toute cette conviction du naturel, alors que la biomédecine, c'est quelque chose de chimique. Donc, quelque chose qui, à la base, n'est pas bon pour le corps. Enfin, on ne va pas se cacher. Ça faisait partie des choses qui étaient ressorties dans mon mémoire. Les individus, ils disent aussi, bah voilà, la chimio, c'est pas bon pour le corps. C'est vrai. On va pas se cacher. La chimio, ça fait du mal à d'autres cellules, à des cellules saines, pas qu'aux cellules du cancer. Donc, évidemment, on est fatigué, on a des problèmes digestifs. Donc, alors, en plus, des fois, on se sentait pas malade avant. Et on commence le traitement, on est encore plus malade. Donc, il faut le comprendre, ça, c'est pas facile dans la logique. Et puis, je pense que les Rao Tahiti, voilà, c'est ça, c'est souvent intrafamilial. Il peut y avoir quelqu'un qui fait quelque chose de traditionnel, c'est une préparation, c'est accompagné de tout un environnement et qui est important dans l'accompagnement aussi et dans la maladie, dans sa perception de la santé. Donc, c'était. Moi, j'étais beaucoup sur la conciliation de ces deux médecines qui sont là ensemble et qui doivent travailler ensemble. Mais c'est vrai qu'on ne peut pas faire les uns sans les autres. D'où l'alliance. C'est-à-dire que les soignants, il faut qu'ils fassent un pas de côté et qu'ils écoutent l'histoire des patients, et qu'ils arrêtent de penser qu'ils ont raison. Et les patients, il faut qu'ils puissent dire aussi, moi, j'ai envie de ça, j'ai pas envie de ça. C'est tout un dialogue. Et en plus, je ne sais pas si vous connaissez, j'avais pris en exemple ce qu'il y avait, je ne sais pas si vous connaissez le livre de Bernard Hugo sur le malentendu culturel. Il y a aussi. Vas-y, tu peux. Alors, il y a cette dimension culturelle. Exactement. Et il y a la dimension spirituelle aussi. Ça, c'était un petit peu le diagramme que je faisais autour de consentement, mais voilà. Et je vous avais dit, qu'est-ce qui peut motiver la décision de ne pas prendre un traitement alors que ça engage la santé et la vie. Pour un soignant, ça pose question, mais
toute l'idée est de comprendre pourquoi. Alors, et du coup, en Polynésie, il y a aussi cette idée de peut-être malentendu culturel dans le sens incompréhension, et aussi peut-être des fois de ne pas réussir à entendre mal, parfois par aussi la difficulté de la barrière de la langue, la barrière de comment on se représente la santé, comment on se représente le soin. On n'a pas tous la même façon d'envisager sa santé et ses soins. Moi, j'ai beaucoup bougé aussi au contact d'une culture différente. On apprend à bouger ses limites aussi. Hein. C'est pas simple. Et du coup, il y avait Bernard Rigaud, je ne sais pas si vous connaissez, qui a écrit sur le malentendu culturel. C'est très intéressant. Et donc, moi, j'avais fait ce travail parce que je trouvais qu'il y avait régulièrement, quand vous voyez des patients aux urgences ou en régulation, des gens qui disaient je veux pas, non, je veux pas ce traitement-là, je veux pas rester à l'hôpital. Et je comprenais pas parce que je me disais, mais mon Dieu, ça va pas bien se passer. Et en même temps, en fait, en écoutant ce qu'avaient les gens à dire, c'est ce que tu disais, il y avait aussi vouloir être à domicile, considérer que l'hôpital, c'est un endroit où on vient mourir. C'est pas pour certains, c'est pas un lieu de vie, c'est pas un lieu de guérison, c'est un lieu de mort. Donc tout ça, c'est quand même quelque chose à entendre. Il y a aussi toute cette méfiance vis-à-vis des médecins qui vont se faire qui grondent, donc qui donnent un sentiment un peu de c'est comme ça et c'est pas autrement, donc on ne peut pas décider. Donc on va dire oui au côté, finalement derrière, on va faire pas du tout la même chose. Mais en même temps, si on ne peut pas lui dire la vérité, faire comme on veut après à la maison. Et c'est tout à fait légitime. Donc, Après, c'est vrai que, pardon, en tant que patient, notre ressenti est différent. Moi, quand j'ai été hospitalisée, je me suis sentie en sécurité. Donc, pour moi, ce n'était pas du tout un lieu de mort. Au contraire, Tante Moulin venait me voir tous les jours. Au contraire, je me suis sentie en sécurité. Donc, comme quoi, après, c'est l'approche de chaque patient, de comment il le ressent. Après, c'est pour ça que je disais, c'est dans le cadre du refus. Hein, parce que, heureusement, la grande majorité des gens, heureusement, parce que sinon, ils n'ont pas, mais font quand même confiance. Et d'ailleurs, c'est quand même quelque chose d'assez fort de faire confiance à un soignant qu'on connaît à peine au départ, en lui donnant la confiance de je vous fais confiance pour que vous m'accompagniez, pour que vous me proposiez les meilleurs traitements. C'est peut-être là qu'il est intéressant d'aller voir avec le patient quel est le regard qu'il pose sur la maladie. Parce que, en fait, moi, quand j'ai été pour la première fois, c'est Tante Moulin qui m'a accueilli. C'est vrai que c'était clair. Et dans ma tête, c'était OK, je fais confiance à la science. C'est pas mon travail, je leur fais confiance, il sait ce qu'il fait. Même si des fois, mon cerveau, il voulait entendre ce qu'il avait envie d'entendre. Mais il était là justement pour rattraper parce qu'il sentait bien que mon cerveau, des fois, il n'avait pas envie d'entendre ce qu'il avait ce que je devais entendre. Hein. Et en fait, j'étais partie avec l'état d'esprit que 50% c'est la science. Je fais totalement confiance à la science. Ils savent ce qu'ils font, même s'il y a les effets secondaires, etc. Et les 50% c'est moi. Qu'est-ce que moi, je vais apporter à la maladie? Qu'est-ce que moi, je vais faire pour moi, en fait, par rapport à la nutrition, par rapport peut-être à l'homéopathie, par rapport... On en a parlé avec Tante Moulin au niveau des plantes et tout ça. Effectivement, il y a les raclétiers et tout. Bon, en fait, quand on a un cancer, on a plein de médecins autour de nous. Hein. Fais ci, prends ça. Moi, je n'ai pas voulu. Ça, j'ai dit non, je ne veux pas. C'est la science et en quoi moi je crois. Hein? Donc, j'ai pris de l'homéopathie pour atténuer mes problèmes digestifs. Ça a très bien marché, même mon stress, etc. Après, ça a marché pour moi, mais peut-être pas pour les autres. Je pense que c'est comment nous, en tant que patient, on va porter un regard sur la maladie. Je crois que ça, c'est super important. Il y a l'accompagnant, enfin, le soignant, mais aussi nous, en tant que patient, comment moi, je vois la maladie. Qu'est-ce qui fait qu'elle est là, cette maladie? Elle a quel message à me transmettre? Et c'est vrai que de porter ce regard, tout de suite, c'est plus facile au niveau de cette histoire de refus, consentement, etc.
c'est beaucoup plus facile d'accueillir le soin, en tout cas ce que les soignants nous proposent. Moi, je l'ai ressenti comme ça. Et quand j'ai été vassanée en France, on était entouré de beaucoup de vassanés, de cancers du sein, qui étaient là aussi pour la radiothérapie. Et j'ai beaucoup échangé avec eux. Et c'est vraiment ce qui ressortait, en fait. C'était la façon dont ils portaient ce regard sur la maladie, en fait. Et je crois qu'il y a tout ça à voir aussi. Et Le côté du patient aussi, comment accompagner, comment le patient lui-même peut s'accompagner. je pense que c'est tout l'intérêt du parcours de soins individualisé. C'est bien que chaque individu s'approprie son parcours avec ce qu'il est, avec ce qu'il... Mais là, à partir de ça, il faudrait peut-être bien qu'il y ait un accompagnement pour les patients actuels, pour les accompagner, leur dire que Tante vient de me parler là, voilà. Tu vois, donc ça, je trouve que ça, c'est vraiment une idée géniale. En effet, il y a ça émerge beaucoup, mais j'ai l'impression qu'on parlera. Je crois qu'il y a beaucoup d'incompréhension aussi. Hein. Moi, j'avais beaucoup d'incompréhension. Et par contre, j'ai eu la chance d'avoir cette équipe de soignants médicales, que ce soit les infirmières, la psychologue, Dr Moulin, les oncologues et tout, qui vraiment nous accompagnent à nous rassurer, en fait. Je crois que c'est beaucoup ça. On cherche à être rassuré. Et à partir du moment où on est rassuré, on accepte. Oui, puis après, comme tu dis très bien, l'expérience du soignant, le savoir du soignant, ce n'est pas l'expérience ou la vie du patient. C'est vrai que l'idée d'avoir un médiateur, peuvent être des patients rétablis, c'est intéressant parce qu'ils vont avoir un autre discours qui complète, qui vient justement nous dire tout ce que tu... Je voudrais m'adresser à Lauriane, si j'ai bien compris, si j'ai bien suivi et pas dormi entre-temps. Les études qu'on a faites, les expériences qu'on a citées là, ça concerne surtout les usines. Et je me dis, est-ce que le mot renoncement peut être prononcé pour ces gens-là, puisque la cause n'est pas la maladie, n'est pas la prise de médicaments, mais c'est le transport, c'est les désengagements, c'est laisser la famille, que ça ne concerne pas les gens de Haïti. On a un exemple là, elle était bien à l'hôpital, son mari n'est pas loin. Sa mère n'est pas loin. Mais ça parle l'équipe soignante, pas loin. Mais c'est vrai, est-ce qu'on peut toujours parler de renoncement? Ce cas-là, pour les malades, on peut parler de renoncement, le malade il renonce. Quand il renonce aux soins. En fait, il ne renonce pas aux soins. C'est parce qu'il n'a pas la possibilité d'accéder aux soins que... C'est notre sujet de thèse. Je voudrais demander de compléter. Nous avons fait une expérience dans les îles, au Tombouctou, et il y avait au moins 25 femmes. Sur les 25 femmes, 7 femmes étaient atteintes d'un cancer. 7. Et pour la majeure partie, elles ne venaient pas se soigner à cause des dispositions matérielles uniquement. C'est la famille, c'est des enfants qui vont s'occuper des enfants. Uniquement, elles ne sont pas descendues se faire soigner, pas de mammographie, pas de... à cause de leurs dispositions matérielles qui ne leur convenaient pas. Et avoir été choquée de ça, qu'est-ce que vous voulez dire? Et entre elles, elles ne savaient pas. Le samedi qui était là ne savait pas qu'une telle. Elles se voient tous les dimanches autant. Et elles n'avaient pas parlé de ça. Pas. Moi, j'ai une question. Est-ce que vous pensez qu'il y a un tabou à parler de ça? Oui. Ah oui. Ben, sur cette génération de personnes, parce que c'était des personnes comme d'un certain âge, oui. Pourquoi? Peut-être la honte. Ah, c'est la honte. En réalité, c'est en train de se... Ça fait honte d'avoir un cancer?
Pardon? Ça fait honte d'avoir un cancer, ça Ouais. fait honte de se... Ah ouais. En fait, avant d'avoir honte, c'était l'amour. C'était, je dis bien c'était. J'ai un cancer chez moi. On prépare mon enterrement, on va aller voir le pasteur, je veux ça, il faudra faire ci, il faut voir le trou et tout. On organise déjà au sein de la famille. C'était ça. Ce n'est plus ça. Enfin, j'espère que Il y a un ce peu n'est plus ça. d'espoir, mais aujourd'hui. Après, Ça, dans les Ça donne espoir. je pense que c'est toujours la même chose. Hein. Ça reste, en fait, on a un cancer, ça reste, bah, je vais mourir, quoi. En fait, c'est ça. Oui, Et je n'ai pas caché, moi, au début, quand on m'a dit, moi, c'est fini, quoi. Et c'est vrai qu'on a tendance à associer cancer, mort. Donc, d'où l'importance de d'accompagner ce patient-là à lui faire porter justement un regard différent qu'aujourd'hui, ben, il y a tout, quoi. Pour être soigné, ça se guérit. Et que ça se guérit bien. Et vous dites que c'est générationnel, que ça dépend de l'âge. Peut-être que chez les jeunes, c'est mieux vécu différemment, en tout cas, Ça dépend du terrain. Voilà, si Ah oui, un milieu terrain. on en parle tellement, mais c'est vrai qu'on en parle à la télé également, mais ceux des îles, c'est abstrait encore pour eux. Alors qu'ici, Ici, chez les jeunes. c'est un peu plus concret, mais pas si concret que ça. Ce sont que les gens touchés par la maladie et qui peuvent palper ça. Et ceux qui ne sont pas touchés, ils entendent, mais plus. En milieu isolé, c'est ils plus vivent pas dur, la quoi. maladie. Je veux dire, ouais, le fait d'être en milieu isolé, loin, bah, ça complique. Ça aussi. Et est-ce que de ne pas être libre, c'est pas la peur aussi de la communauté qui va soit obligée à aller se faire soigner et dire bah, non, vas-y, laisse tout tomber, ou l'inverse, est-ce qu'il il peut y avoir ça aussi dans le fait de ne pas dire, c'est un moyen de fuir la pression dont tu parlais un peu finalement, ça devient finalement, la famille, elle peut devenir un facteur de renoncement parce que de dire, ça peut arriver à Tahiti, ça aussi, hein, de cacher quelque chose très longtemps, même chez de peur de dire mais si je dis que j'ai quelque chose, on va m'obliger à faire quelque chose que j'ai pas envie de faire ou parce que je ne veux pas quitter mon... Moi, c'est ce qui s'est passé pour moi. J'ai fait le choix de ne pas en parler, juste à ma famille, mes frères et sœurs, et ma maman, et ma famille très proche. Mais c'était plus dans un sentiment. J'avais besoin d'être avec moi. J'avais pas envie que les gens me regardent, posent sur moi un regard différent parce que j'ai un cancer. Et je savais que physiquement, j'allais être touchée, plus de cheveux, plus de tout ça. Et j'avais pas envie d'avoir un regard différent et un regard de pitié, quoi. Et ça fait pitié. Et d'avoir tout le temps comment tu vas et pourquoi et comment. J'avais besoin de garder cette énergie pour moi. Je savais que ça allait être un chemin qui allait être lourd et compliqué. Et donc, j'avais besoin d'être avec moi. Et c'est pas forcément parce que j'avais honte ou quoi, non, pas du tout. C'était vraiment personnel. J'avais besoin d'être reconnectée de me reconnecter à moi, en fait. D'être avec moi. Mais du coup, vous disiez, vous, dans les îles, là, à Tuamotu, ça faisait honte de parler puisqu'elles ne savaient pas parler entre elles. Ou c'est parce qu'elles ne savaient pas. On n'en parlait pas. Non, c'est pas. Mais je crois que c'est ce regard, je te prête ce regard. C'est pour le regard. Qu'est-ce qu'on va penser de moi? Qu'est-ce que. Non, mais c'est intéressant parce que si c'est tabou, en effet, c'est difficile. C'est tabou chez les femmes, du coup, dans les îles, ou chez tout le monde, toute personne qui est atteinte d'un cancer, un homme peut avoir honte aussi, ou est-ce que c'est plus chez les femmes? Est-ce que c'est Ils ne faible? veulent pas prendre l'ambulance parce que sinon les voisins vont savoir que l'ambulance vient les chercher. Donc ils viendront en bus, même de très loin, hein, qui se lèvent à 2 h du matin. Enfin, je ne sais pas qui à l'hôpital de jour a déjà rencontré certains qui prennent le bus alors qu'ils sont vraiment fatigués et qu'ils auraient droit à l'ambulance. Et ça existe aussi en France, hein, des gens qui ne veulent pas. Ça se sache. Ça se sache. Et avant Ça peut être par pudeur, des ils passent fois. pas toutes les semaines, tout le monde a compris. Et ça, je pense que c'est les hommes et les femmes. À la journée d'hématologie, il y avait un homme qui parlait qui, pour la première fois, disait qu'il avait une maladie hématologique à quelqu'un d'autre que sa femme qui était assise à côté d'elle. Il y avait, je sais pas, 40 personnes dans la salle et il a dit, mais c'est la première fois que je prononce ce mot-là devant des gens.
Donc, je pense qu'il y a ça aussi. La question du tabou, elle contraste beaucoup avec les solidarités aussi qui peuvent être mobilisées. Avec l'appel aux dons, on voit aussi que les personnes aident, les associations, l'entourage. Donc, il y aurait peut-être quelque chose à creuser sur à quel moment on ne dit pas les choses et à quel moment on active tout un réseau de solidarité pour prendre en charge la maladie. Un phénomène qui est assez important, c'est le vécu qu'on a pu avoir dans l'entourage. Et qui va faire le refus ou le renoncement, c'est parce que dans mon entourage, ma tante et ainsi de suite, elles sont décédées, elles ont fait une chimio. La représentation qu'on peut avoir du parcours de soins, dire non, je ne veux pas. C'est une mésinformation. Donc c'est aussi important la parole du soignant pour expliquer qu'il y a eu des évolutions dans les traitements, dans la gestion des effets secondaires et l'expérience patient. De pouvoir partager avec un autre patient, dire tu as fait une chimio, mais comment ça s'est passé? C'est peut-être pas ce que moi j'avais imaginé. Ce refus n'est peut-être pas forcément. Il y a aussi cette cause, manque d'information. Donc c'est pour ça, nos actions qu'on mène à l'association, on a autre chose à faire. Mais le but c'est de montrer aux patients, de se dire on peut nous soigner, on est toujours là. Et c'est aussi important d'être sur des stands, de pouvoir expliquer, d'être présente pour se dire la représentation, oui, on peut peut-être, c'est pas inévitable, on parle pas de, si on parle de cancer, égale pas mort. Et moi, j'avais refusé également. J'aime bien les grimaces, on a le droit de refuser, hein, je dis, hein. C'est un droit. J'ai fait tout ce qu'il fallait. Hein. Oui. Mais à chaque fois que j'allais pour mes visites de contrôle, il y avait toujours un moment de négociation. Alors, j'ai toujours à ce stade-là, Audrey, parce que ceci, parce que cela, mais il y a toujours eu ce moment de négociation avec les soins. Je vais voir ma gynéco pour un contrôle. Elle dit, oui, donc, ils ont ton dossier pour les yeux. Et donc, ils disent, ça serait bien que, essaye de le voir, le radiothérapeute. Il y a toujours cette négociation. Ah bah oui, les soignants, ils ne perdent pas le fil. Et ça ne m'a pas convaincue. Non, mais c'est le droit des patients, puis c'est important de savoir qu'on a le droit de dire non, mais après peut-être se dire pourquoi est-ce que je ne veux pas faire ce traitement-là, comme dit Gilly, parce que les effets secondaires sont trop importants. Alors peut-être, nous, association de patients, remonter à l'échelon au-dessus, voir qui produit ce médicament, est-ce qu'ils ne peuvent pas retravailler sur les effets secondaires pour que ce soit beaucoup plus facile de pouvoir suivre ce traitement. Donc aujourd'hui, un petit peu le bâton de pèlerin qu'on apprend aujourd'hui, c'est de pouvoir remonter à la source et se dire pourquoi est-ce que vous ne travaillez pas sur les effets secondaires de ces traitements? Pourquoi est-ce qu'on est obligé d'en prendre, d'avoir plusieurs molécules, certes, mais aujourd'hui, on se rend compte que c'est compliqué pour les patients. Ce n'est pas un refus parce que je refuse de me faire soigner, c'est parce que je refuse, je renonce, parce que c'est trop difficile. C'est plus difficile que de rien. Et ça rend plus malade. Ça me rend plus malade. Donc, je veux bien le faire, mais le bénéfice-risque, la balance risque, c'est du coup, je ne fais plus rien. Je suis vraiment trop mal. Donc, c'est aussi ce paramètre à prendre en compte. Donc, après, qu'est-ce qu'on fait? On sait très bien, on parle des effets secondaires. C'est notre bâton de pèlerin, ça. Voilà. Donc, il est 19h. Est-ce que oui, ça passe vite. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que pour vous, on a abordé l'ensemble des éléments qui étaient importants? Merci. Merci à vous, surtout. C'est important qu'on sache qu'on a le droit de refuser. Et c'est important aussi pour les soignants de continuer à nous proposer de garder la porte ouverte. Et de se dire, c'est pas parce que j'ai refusé aujourd'hui
Donc c'est aussi notre rôle aussi de communiquer avec les patients. Et je dirais que c'est important de refuser devant le toté et pas de dire je dis oui et après je reviens plus. Parce que justement, ça ouvre le dialogue et ça permet peut-être des fois je refuse parce que j'ai peur, parce que ceci, cela. Et en fait, en discutant, écoutez, peut-être qu'il a trouvé une alternative ou autre. Ça, ce temps de dialogue est très important. Le dialogue aussi entre le malade. Aussi, oui. Parce que c'est partage beaucoup de l'expérience, parce qu'il y a toujours une solution. Et donc, elle avait l'homéopathie. Oui, ça m'a fait beaucoup de bien. Donc, c'est bien aussi de partager des choses. On sait bien qu'en salle d'attente, il se passe plein de choses. On n'a pas de salle d'attente. Ah d'accord. C'est un couloir d'attente. Difficilement accessible à la discussion. Il peut faire quelque chose en tant que comité éthique. J'ai renoncé après. Fait une saisine. 8000 tentatives. Ça marche pas. En tous les cas, on pourra toujours. C'est un endroit merveilleux. Donc, je ne sais pas faire de saisine, mais. Ah, ben, je le retiendrai pour une saisine. Mais si. Oui, des lieux d'échange, oui, ça m'aide énormément. De toute façon, c'est des lieux importants. Pour... Je l'ai vu, je voulais partager. J'ai une amie qui a un cancer, là. Et donc, quand elle a appris, ben, elle a pensé à moi. Donc, tout de suite, elle est venue à la maison. Mais j'ai senti qu'elle avait besoin d'être rassurée, en fait. Qu'est-ce que j'avais fait? Et donc, je lui ai expliqué comment ça s'était passé. Et je voyais, elle notait tout ce que je disais. Je dis, putain, j'ai envie de faire attention à ce que je dis, quoi. Non, mais c'est... Non, mais c'est important. Je dis, oh là là. Elle a voulu savoir quelle homéopathie je prenais. J'ai dit, non. Pas voir... moi, j'ai été voir tel médecin. Et c'est elle que j'avais participé aussi à... Il y avait une formation aussi, avec Mathilde Dalaï et tout ça. Et donc, je dis, parce que ça va peut-être être différent par rapport à tes besoins à toi. Moi, c'est ce que moi j'ai eu besoin, mais peut-être que pour toi, ça va être différent. Donc, après, je l'ai orienté, mais même nous, en tant que patients, quand on parle à notre patient, on doit faire super attention, parce que c'est sûr qu'eux, ils voient en nous la guérison. Ah ben, si Mélite, elle a fait ça, elle a dit, elle a fait ça, et ben, il faut que je fasse ça. Alors que ben non, pas quoi. Hein? Non, mais c'est tout à fait vrai. Et pour autant, le dialogue entre patients, comme tu disais, il est fondamental, parce que c'est aussi voir qu'il y a des gens qui vont bien. Exactement. Eh oui, c'est très important de voir que ça peut marcher, qu'on peut aller bien, même s'il y a des choses qui sont difficiles, mais qu'on peut aller bien. Mais c'est et ça, on peut le dire sur tous les tons, c'est de voir d'autres personnes qui vont bien, qui fonctionnent le mieux. Mais quand elle est repartie, elle est arrivée, elle a les yeux comme ça, elle était vraiment pas bien, pleurer. Quand elle est repartie à la banane. Je lui ai parlé de mes soupes. C'est vrai qu'elle avait son besoin principal, c'est d'être rassurée. Pas par un soignant, par quelqu'un qui était malade. Et je n'avais pas encore terminé mes traitements. Hein. J'étais encore en immunothérapie et tout. Mais je ne sais pas, il y a eu quelque chose qui a fait qu'elle a dit, OK, c'est bon, j'y vais. Parce qu'elle ne savait plus où elle en était, en fait. Et ça, je pense que c'est vrai que l'importance d'un malade, d'un patient accompagné, guéri, on voit guérison qui accompagne, c'est génial. De manière, on a plus confiance directement entre quelqu'un qui a vécu ce qu'on va vivre. Ouais. Même si le soignant il a un savoir scientifique, c'est très bien et quelque chose de démontré. N'empêche, en attendant, lui, il sait pas ce que ça va être malade et puis il a son prisme, c'est comme ça qu'il faut faire. Donc évidemment, c'est très pertinent de pouvoir rencontrer d'autres patients. Ça peut être aussi dans le cas inverse, ça peut vous motiver un refus comme quelqu'un, plusieurs patients, plusieurs femmes ont dit, l'hormonothérapie, ça nous a empli ça nous a fait mal passer, d'être soulevé, on avait des problèmes de voilà, motiver mon refus. Après, il y a des femmes qui font bien l'hormonothérapie. Après, oui, mais j'ai un modèle de mon par exemple, qui ne supportait pas. Et c'est parti. Il y a d'autres personnes aussi. Et voilà,
calme. Ce qu'on peut faire, Mais maintenant, ça peut essayer. Et oui, ça va, on peut essayer. Ça ne peut pas encore essayer. Si ça ne marche pas, mais si ça ne va pas, ça ne va pas. Ouais. Mon amie, d'ailleurs, elle m'a demandé quels avaient été mes effets secondaires. Elle voulait savoir. Et je lui dis, mais toi, les effets secondaires, c'est personnel. Je crois qu'on doit faire attention, justement, nous, en tant que patient, parce que si on va dire à quelqu'un en face, j'ai eu ça, 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 c'est sûr que la personne qui est en face. Éviter un témoignage ici, hein, pendant une conférence. Oui, oui, non, mais. C'est effrayant, quoi. Bien sûr. Donc, là, mon ami, j'ai bien dit, je dis, tu vois, on est tous uniques. Moi, j'ai réagi comme ça, mais peut-être que toi, tu ne vas pas réagir comme ça. Donc, c'est à nous aussi à faire attention dans notre façon de partager l'expérience. Donc, nous, là, nous, c'est vraiment de rassurer la personne en face. Mais c'est sûr que si on lui dit tu vas vomir tout le temps, tu vas dire. Mais c'est sûr que première chimio, elle va vomir parce que Mehdi a dit, parce que Mia a dit, parce que. Enfin, voilà. Donc, ça nous renforce dans notre action de promouvoir nos patients ressources au sein des établissements. Voilà. Parfait. Merci beaucoup. Voilà. Eh bien, à bientôt. Donc, les conférences sont parées. L'objectif, c'est 5h30, 19h. C'est pas forcément très long pour que si on en parle pour soit on puisse venir quand même. Et à écouter la conférence, c'est compliqué avec cette là. Merci.